Mais la revendication principale du réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, qui émane des populations avec lesquelles on travaille, les premiers concernés, c'est de revendiquer étonnamment le droit à l'aisance. Alors je dis étonnamment parce que souvent on accole le mot aisance à une espèce de richesse et d'enrichissement. En fait, ce que les gens disent là derrière, c'est le droit en fait à ce que les besoins de première nécessité, ce qui fait le quotidien et la matérialité du quotidien, puissent être rencontrés avec facilité, pour précisément avoir de la souplesse au niveau financier, mais aussi de la souplesse dans la tête, ne plus avoir une boule dans le ventre, ne plus avoir l'angoisse de la peur du lendemain, ne plus se sentir en obligation de régler des choses dont on ne maîtrise pas le périmètre, puisque dans le fond, ça dépend fortement de la manière dont les politiques structurelles sont organisées et financées dans une société, et donc de la légalité, la justice dans laquelle ça se fait. Alors c'est vrai que ça contraste assez fort à ce qu'on peut entendre dans le monde des économistes, où on se dit que les gens doivent avoir le minimum en fait pour tenir le coup, mais qu'il faut une maîtrise des dépenses, etc. Et alors c'est une vision qui est un peu en contradiction avec pas mal d'études en fait qui montrent que l'investissement dans l'humain, avec tout ce que ça comporte comme coût immédiat, par exemple, je ne sais pas, si on prend des enfants dans une crèche et que ces enfants ont accès à tout un tas de services dans cette crèche, qu'on les développe au niveau cognitif, mais qu'on leur donne accès à une bonne nourriture, etc. Et même qu'on soutient leurs parents, etc., qu'on n'est pas dans le jugement, qu'on est vraiment dans le soutien, le support des parents, etc., eh bien, sont des politiques assez chères à très court terme. C'est vrai que comparé à une simple crèche, ça peut paraître un peu plus cher, mais en fait, ce type de service-là permet vraiment de développer l'enfant et de quelque part de le sortir dans cette espèce de reproduction des difficultés qui est face à lui si on ne l'aide pas. Et donc c'est vraiment l'idée que c'est pas du tout un coût, c'est un investissement pour que cet enfant puisse simplement devenir lui-même plus tard. Et alors les économistes qui cherchent à quantifier ce bénéfice de l'investissement, donc ils prennent en compte par exemple le fait que cet enfant il aura une meilleure santé, qui payera ses impôts, donc il aura un travail. Donc c'est une logique très économiste, très monétisée. Mais même quand on prend en compte donc, ce coût et tous ces bénéfices, eh bien, on se rend compte généralement que ça rapporte énormément d'argent d'investir. La pauvreté, c'est aussi les finances. Et on a trop l'habitude d'entendre que lorsqu'il faut agir sur des politiques publiques comme celle de la qualité de la vie des enfants, comme celle de la qualité du logement pour pouvoir être bien dans sa vie, comme celle d'un enseignement qui va réussir avec tout le monde et qui va donner de l'opportunité, toutes les chances, etc., on nous dit toujours que c'est trop cher, comme celle de supprimer le statut cohabitant qui empêche les gens de vivre décemment et qui les brime d'ailleurs au niveau de leur liberté individuelle. On dit c'est trop cher, c'est trop cher. Et donc, oui, au réseau, on en a assez d'entendre dire que finalement, ceux qui sont qualifiés de pauvres, mais qui sont laissés dans un abandon dans la pauvreté, coûteraient trop cher. Parce que, en effet, il y a la certitude de notre côté aussi qu'investir au bon moment dans la vie des gens, c'est gagner à long terme. Mais ce n'est pas gagner qu'économiquement, parce qu'il y a les chiffres, et puis il y a tout le côté humain de la réalité de cette existence-là. Si les gens se sentent en confiance, s'ils se sentent rassurés, si la peur ne fait pas partie du quotidien, etc., mais on sait investir des perspectives pour soi-même, pour ses enfants, pour la famille, pour la collectivité, pour tout le monde. Donc c'est un gain sociétal pour tout le monde, au service de la collectivité. On casse ces stigmatisations aussi entre des populations que l'on qualifie de dépendantes alors qu'on organise les systèmes de dépendance financiers dans lesquels on les met, en les laissant en apnée, en leur donnant de l'aide tout juste qui leur permet à peine de respirer, plutôt que de leur donner cette autonomie et cette liberté qui est méritée par tout le monde. D'autant plus que les richesses, elles ne sont pas générées par
les qualités individuelles de quelqu'un, elles ne font pas partie de la méritocratie. Les richesses, c'est la collectivité qui les génère et qui doit à un moment donné les partager. Donc moi je pense que le côté économique et financier n'est pas du tout non relié à la dynamique humaine individuelle, mais surtout à la dynamique collective et à l'investissement sociétal. Et si ça traverse les générations, ben c'est du bonnet à long terme. Donc on est sur quelque chose qui est plus dans une perspective constructive que celle qui aujourd'hui est dans une perspective ratatinée, j'ai envie de dire, de contrôler terriblement les gens en leur donnant tout juste, et encore moins que le tout juste régulièrement, de quoi soi-disant tenir. C'est une question vraiment de répartition de ces richesses, mais de toutes les richesses, économiques et autres. Ce que vous venez de dire, ça fait vraiment écho à une autre approche de la politique sociale. Donc la politique sociale actuelle, c'est un peu une politique qui vise à être curative sur des problèmes aigus. Donc on peut penser par exemple au sans-abrisme. C'est une situation qui est vraiment extrême, d'individus dans la rue, et on les maintient quelque part en vie, en situation de survie, avec tout un tas de services qui sont des services d'urgence essentiellement. Et là, de nouveau, il y a pas mal d'études qui ont montré que ces services d'urgence coûtent très très cher en fait à la collectivité et coûtent finalement plus cher que de remettre la personne sans abri dans un logement avec un support, avec vraiment un support pour l'aider à reprendre vie dans son existence, reprendre pied et avancer. Et donc ça, par exemple, les études qui ont quantifié ce genre d'intervention, eh bien, montrent que parfois, ça coûte 7 fois moins cher que le bénéfice attendu de remettre la personne dans un logement. Donc un facteur 7, ce qui est vraiment énorme dans ce type de littérature. Généralement, on a 3 et on est déjà très content. Pour des politiques comme ça, par exemple la lutte contre le sans-abrisme, il y a d'autres exemples en fait. Il y a tout un tas d'autres exemples. Chaque fois qu'on essaye de quelque part de contrecarrer l'effet négatif de la pauvreté à la fin du processus, quand c'est presque trop tard, ça coûte beaucoup plus cher qu'une politique de prévention. Et c'est vrai qu'on pense aux politiques auprès des enfants, la nutrition scolaire par exemple, qui est une politique qui finalement ne coûte pas très cher, ça peut faire peur. Il y a tout un tas de pays européens qui l'ont mise en place. Alors des pays comme la Finlande, où c'est marqué dans la Constitution simplement parce que c'est un droit à la bonne nourriture, à la convivialité à l'école. Donc la nourriture est gratuite, elle fait partie de ce qu'on offre aux enfants en Finlande. Mais c'est aussi le voisin estonien qui est vraiment un pays très pauvre, bien plus pauvre que la Wallonie, et qui a aussi cette même optique. Et puis alors il y a des pays qui se disent on va plutôt cibler, donc tout le monde aura droit au repas scolaire, mais certains paieront rien du tout, d'autres un peu plus. Donc les repas scolaires par exemple, c'est vraiment une politique qui illustre très bien ça. C'est qu'on peut se dire quelque part, comme on l'a entendu récemment dans le monde politique flamand, la boîte à tartines c'est l'affaire des parents. Où on peut se dire, dès le plus jeune âge, on investit dans une espèce d'éducation à la bonne nourriture et on fait en sorte simplement que les enfants soient nourris, ce qui semble être un droit élémentaire. Ça me fait penser à une étude qui est vraiment très très intéressante en Grèce, donc au moment le pire moment que la Grèce a connu, juste après la crise financière, au moment où on a assaini les finances publiques, les gens avaient faim, les enfants avaient faim, vraiment, certaines populations avaient vraiment faim. On a vu une baisse du revenu des Grecs qui était historique, qu'on n'a plus jamais vu après, heureusement, et qu'on n'avait jamais vu avant. Et à ce moment-là, il y a des expériences, des micro-expériences qui sont passées dans des écoles où on a nourri les enfants gratuitement avec des chouettes repas de qualité, etc. Et on a vu d'emblée des indicateurs de bien-être des enfants qui étaient mesurés donc avant la crise, pendant la crise et puis après cette intervention-là. Donc d'abord le bien-être des enfants, en fait les enfants se détendaient parce qu'ils avaient peur d'avoir faim, donc ils avaient plus ce stress quelque part alimentaire. Mais il y a eu aussi assez vite, dans les mois qui ont suivi, des impacts sur leur santé et au bout de quelques années, sur le risque d'obésité. Donc ça, c'est typiquement la comparaison entre une logique où on se dit « tant pis, c'est terrible ce que vivent ces enfants, mais voilà, on ne peut pas aider tout le monde, on n'a pas les finances, surtout pas en Grèce, etc. Donc on laisse la situation comme celle-là, et puis on se retrouve avec le poids, quelque part, de la malnutrition des enfants qui deviendront des adultes, avec un risque d'obésité qui pèse très lourd sur les finances publiques. Donc rien qu'au niveau économique, et je suis parfaitement d'accord avec vous que c'est avant tout une question de bien-être,
Mais même quand on se cantonne à ce petit calcul économique, eh bien, on se rend compte que c'est la bonne politique. Les priorités, elles émanent des gens, hein. Ils le disent évidemment au quotidien. Elles portent massivement sur le logement. Portent massivement sur le logement, la qualité du logement, évidemment le fait de sortir de passoires énergétiques, des logements qui ne sont pas localisés au bout du monde parce qu'on trouve que ça, parce qu'on n'a pas les moyens d'autre chose, etc. Donc c'est la qualité du logement pour le ménage lui-même, évidemment, ça doit coûter moins cher, ça doit peser moins sur le revenu, ça doit offrir une stabilité et une vie saine à l'intérieur. Je pense qu'on le sait, hein. Il y a aussi des études, je crois, qui montrent que quand on investit clairement dans un logement de qualité, on voit des améliorations en termes de santé, par exemple, massives. Et donc c'est très important, c'est vraiment une des dimensions majeures. Après, il y a toute la réalité, en effet, du soutien aux familles et aux parents en termes préventifs. Et pour moi, le côté les repas gratuits de qualité, etc., c'est du soutien aux parents de façon préventive, pas parce qu'ils seraient incapables de le faire, parce que ça va soutenir aussi le portefeuille, parce qu'il y a une vie en collectivité des enfants qui font qu'ils prennent plaisir à manger, etc., parce que quand on rentre à la maison, on a plus de temps avec ses enfants qu'à devoir se demander comment est-ce qu'on va cuisiner, avec quoi, etc. Et donc ça compte beaucoup aussi pour les gens. Et évidemment, au réseau aussi, une politique d'investissement, c'est une politique d'investissement sur des revenus justes. Et donc les revenus justes, ça passe par une fiscalité revue au bénéfice des plus bas revenus du travail, etc., mais à condition évidemment d'avoir une fiscalité qui est revue aussi là où il faut aller capter les moyens fiscaux pour faire des revenus décents, et notamment supprimer ce statut cohabitant qui est complètement appauvrissant, qui fait perdre la liberté aux gens de façon importante. Donc, logement, revenu, et alors qualité dans les services offerts aux enfants, mais dans la relation à leurs parents, dans la relation aux institutions qui les accompagnent, qu'ils fréquentent, etc. Et donc, pour moi, c'est vraiment être dans le champ de ce que j'appelle la prévention naturelle. La prévention naturelle, c'est tirer vers la réduction des inégalités à tout prix. On le fait à travers des politiques structurelles. Et cette prévention naturelle, de toute façon, pour moi, c'est un bien meilleur objet de gestion de l'État. C'est géré en bien meilleur père de famille, si on devait prendre une expression comme ça, je ne sais pas si ça se dit encore, ou mère de famille, pour ne pas... qu'aujourd'hui, on dilapide beaucoup d'argent pour ne pas permettre aux gens de s'en sortir, et qu'ils en aient en plus la boule au ventre, plus la stigmatisation sociétale. Moi, je n'ai pas fait de prévision budgétaire, donc je ne sais pas du tout de ce côté-là. Ce qui est évident, c'est que tout ce que le réseau met en avant comme politique d'intervention, ce sont vraiment des domaines où il y a le plus de retour sur investissement au niveau humain. Donc au niveau strictement économique, comme on l'a dit, il y a plein d'hypothèses en fait. Même vous parliez des dépenses énergétiques, quand on fait en effet ces investissements énergétiques, mais il y a certaines études qui ont même été jusqu'à quantifier le nombre de morts qu'il n'y aura pas, parce qu'il y a des gens qui ont des accidents cardiovasculaires qui mènent à la mort. Et ça a un coût humain qui a été monétisé. Donc tout ça est plein d'hypothèses. Et c'est vrai que même quand on quitte complètement ce modèle économique, les différents pans d'intervention que vous avez cités, donc logement, c'est évidemment crucial. Ça revient dans toutes les études comme un des facteurs de déprivation au niveau européen et au niveau belge également. Donc le coût du logement et la qualité du logement, tous les domaines liés à l'enfance, là c'est en effet là qu'on a le plus de preuves qu'investir, bien, ça rapporte beaucoup à la société, de nouveau en termes humains, mais aussi au niveau financier. Donc quelque part, c'est une autre logique. C'est inverser le temps électoral quelque part et de se dire qu'aujourd'hui, je ne finance que la politique qui mène à l'amélioration quelque part du bonheur de la population nationale. Et en investissant comme ça, je pense vraiment qu'on arrive à une bonne gestion budgétaire sur base des études qui montrent que ce sont des investissements à long terme. Mais il faut avoir une logique à long terme pour le comprendre et sortir de la logique d'élection en élection, parce qu'évidemment cette logique à très court terme ne permet pas de prendre en compte tous les bénéfices à long terme des politiques. Si je devais expliquer comment
comment il y a une telle résistance à comprendre, en fait, que, allez, même économiquement, en termes chiffrés, sonnant et trébuchant, ce serait gagnant. Alors encore plus humainement et encore plus au niveau du développement, si on parle de la Wallonie, je pense que pour développer la Wallonie, on a besoin de Wallons et de Wallonnes en bonne forme, hein, qui ont le moral, qui se sentent bien dans leur vie, qui aient de l'audace, qui aient de la curiosité pour la vie, qui osent aller affronter, etc., etc. Et je pense qu'une partie de la résistance à ça se trouve dans le dispositif électoral, voilà, la reproduction des élections, etc., la reproduction particratique éventuellement, etc., mais se trouve aussi dans une idéologie portée par d'aucuns qui auraient l'air de dire qu'on se fait tout seul dans une société, hein, il faut être fort par soi-même, c'est parce qu'on est courageux, c'est parce qu'on est vigoureux, etc. Mais en oubliant que c'est l'accès aux diverses richesses avec une forme d'égalité qui rend les gens forts. Et certains n'ont pas accès à ces diverses richesses, non pas parce qu'ils ne souhaitent pas les avoir, parce que les dispositifs dans la société ne sont pas organisés pour qu'ils y accèdent tous et que tout le monde en dispose avec équité. Ça veut dire que ça repose sur une captation des richesses éhontées par certains au détriment d'autres qui ne peuvent pas y accéder. Et donc voilà, on est dans un rapport de force quand même sociétal. Alors on peut se dire qu'il y a là derrière une allégeance au libéralisme, une allégeance au capitalisme qui s'est installée un peu de façon générale dans la société à travers des acteurs qui se sont laissés séduire, j'ai envie de dire, par des visions comme ça, parfois en étant des acteurs qui ne voulaient pas aller dans cette direction-là, mais qui en ont pris la direction. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a accouilla et qu'on se cogne contre tous les murs parce que les inégalités, elles sont frappantes. Si on se demande aujourd'hui, mais quels sont les deux enjeux, enfin moi, si je me dis aujourd'hui, c'est quoi les deux enjeux pour lesquels il faut investir absolument demain, c'est la réduction des inégalités à tout prix pour réduire cette pauvreté qui est galopante, qui assassine individuellement, mais pour la collectivité aussi, et puis s'intéresser évidemment à tous les impacts que notre vie a sur l'environnement, la biodiversité, le climat, etc. Et il faut absolument relier les deux pour arriver, me semble-t-il, à se battre. Et donc ça doit être ça les priorités. Et donc il faut se battre contre toutes ces résistances dans toutes leurs formes. Je suis d'accord avec vous et j'ai un élément en plus peut-être à ajouter, c'est que la lutte contre la pauvreté, elle a été marquée essentiellement par un seul paradigme qui est retour à l'emploi, mettre les gens en emploi. Donc pour ne pas être pauvre, il faut un emploi. Et donc ça a été le cas au niveau européen, à travers les différents processus qui ont été mis en place par l'Europe, et également chez nous. Et donc c'est cette croyance que quelque part l'emploi permet aux personnes de sortir de la pauvreté. Et là, on a de nombreux chiffres. D'abord, on a vu que quand l'emploi a augmenté au niveau macroéconomique, la pauvreté n'a pas du tout diminué. Et donc ça, on peut très très bien l'expliquer. Ceux qui ont gagné de l'emploi, c'est ceux qui avaient déjà un peu d'emploi au niveau du ménage. Et donc ils ont eu plus d'emploi, donc ils ont été mieux. Ceux-là uniquement, pas nécessairement les gens qui étaient sous le seuil de pauvreté, etc. Parce qu'il y a d'autres entraves à avoir un emploi de qualité, bien rémunéré, etc. C'est pas nécessairement accessible à tous les profils. Et donc accroître l'emploi à tout prix, et on a des exemples autour de nous, hein, de l'Allemagne par exemple, Luxembourg, qui a une proportion de travailleurs pauvres qui est très 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 élevée. Donc c'est ce couplage emploi-pauvreté qui est une croyance fausse, qui a été largement analysée, ça a été documenté, et qui persiste encore dans beaucoup de milieux, dans le milieu politique, mais aussi dans d'autres milieux d'intervention. C'est une logique d'intervention qui a l'air de fonctionner sur papier. Quelque part, oui, on a un emploi, on a un bon salaire, on sort de la pauvreté, c'est fini. Elle fait fi de tout ce qui empêche une personne d'avoir un bon emploi au départ, et ça commence très tôt dans l'enfance, et ça peut vraiment peser très lourd. Et puis elle fait fi aussi de l'offre, de ce qui est proposé comme emploi au niveau économique aujourd'hui, ici et maintenant, aux personnes qui souhaitent travailler. Donc ça, c'est vraiment la croyance la plus difficile à tuer, quelque part, en matière de lutte contre la pauvreté. C'est vrai qu'on parle des résistances dans le monde politique, on identifie des résistances dans la société, etc. Mais il y a l'ensemble du champ économique qui occupe la société et qui
champ économique, champ financier, etc., qui occupe la société, qui l'habite, et qui est assez peu enclin à réfléchir aux orientations qu'on donne, enfin, en tout cas sur lesquelles on échange aujourd'hui, et qui produit tout un ensemble de blocages. On voit ça dans certains cénacles de réflexion, d'endroits où on peut être investi à gauche et à droite et on essaye d'influencer par les idées qu'on essaye d'amener. C'est fort difficile d'arriver à faire réfléchir en dehors des dogmes habituels d'une économie traditionnelle qui évalue les choses par rapport à la macroéconomie, etc. Et c'est compliqué. Mais il y a aussi des résistances importantes sur le terrain. Dans le champ du monde du travail et du monde de l'emploi qui est investi dans le social, où il y a un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place, qui sont influencés par les manières de subventionner ce tissu associatif, etc., qui l'évalue de plus en plus sur du résultat chiffré, du résultat rapide, du résultat court terme, qui va de plus en plus vers une digitalisation galopante, par exemple, sur la manière de faire entrer les gens dans des systèmes où on est normé à travers de plus en plus de documents, où on est défini à travers des croix qu'on remplit sur un écran, etc., et qui comment est-ce que je veux dire, qui font perdre en fait le sens de la relation qu'il peut y avoir entre des travailleurs et des personnes qui viennent les fréquenter et qui peuvent dans la nuance se dire, construire ensemble, évoluer, tenir compte de particularités et démontrer à quel point les gens soumis à des épreuves peuvent être soumis encore à d'autres épreuves. Plus on ajoute de la contrainte, de l'explication, de la transparence, de la visibilité et puis aussi de la norme à travers tout ce digital, etc. Donc on voit aussi une évolution parfois déviante, moi j'ai envie de dire ça, dans la manière dont les systèmes se mettent à fonctionner, parce qu'ils doivent fonctionner pour eux-mêmes pouvoir exister, et pour pouvoir exister, ils doivent correspondre à des dispositifs qui ne sont pas en phase avec ce qu'on vient de dire et à appliquer aux gens avec lesquels ils travaillent. Et donc il y a des leviers, il y a des tas d'endroits différents dans la société sur lesquels il faut agir et travailler si on veut recréer de l'égalité à la fois dans les champs même professionnels qui sont en action avec les populations qu'elles disent vouloir accompagner ou qu'elles accompagnent le moins mal possible, mais dans des contraintes comme ça qui sont assez schizophréniques en fait. Ce que vous dites fait écho à pas mal de résultats d'études qui sortent justement pour le moment sur le non-recours à l'aide. Et donc ça c'est vraiment intéressant parce que l'aide peut être très bien profilée sur papier, donc la loi est bien faite, on espère vraiment que les personnes qui vont en bénéficier vont se sentir mieux, vont pouvoir bénéficier d'un tas de services, etc. Et puis alors on s'étonne de ne pas voir ces effets positifs sur le terrain parce que en fait le recours est compliqué. Il peut être vraiment compliqué à différents stades et c'est vrai que la digitalisation, et c'est pas simplement avoir un ordinateur, hein, c'est vraiment cette surcharge d'informations. Autant les études sur le non-recours, il y a 15-20 ans, montraient l'absence d'information, la difficulté à trouver une information. Maintenant, celles qui sortent maintenant dans la littérature montrent le trop d'informations. Donc le fait que les gens soient noyés d'informations et que cette information n'est pas nécessairement facile à digérer dans certaines situations parce qu'elle est complexe, parce qu'elle n'a pas été amenée pour que tout le monde la comprenne, etc. Et alors aussi, donc, dans les principales sources de non-recours, il y a cette usure administrative. Ce besoin de refaire des dossiers sans cesse, d'attendre la réponse, cette anxiété, l'angoisse d'attendre la réponse, etc. C'est un des points qui revient le plus souvent des études qualitatives sur le non-recours. Ça veut dire que une politique même bien pensée, et on sait qu'elles ne le sont pas toutes, mais même bien pensée à cette limite-là, c'est vraiment toujours de se dire qu'est-ce que je gagne à sélectionner une personne sur tout un tas de critères qu'il va falloir ensuite prouver. Et parfois, de nouveau, si on reprend la logique économique, ça coûte moins cher de cibler plus large, mais d'avoir moins de preuves à obtenir de la part des personnes qui sont censées en bénéficier. Maintenant, ça c'est de nouveau un pan de la littérature économique qui tient compte du souci, du recours de la personne qui doit être aidée. Moi, je ne peux pas parler beaucoup plus des autres pans de l'économie qui restent dans un modèle macroéconomique habituel, basé sur la productivité, la finance, la consommation, et l'investissement dans les nouvelles technologies, avec un modèle très fermé et qui ne
tient peu finalement compte des aléas dont on parle ici, qui sont les difficultés simplement des gens à rentrer dans ce modèle. Je ne suis pas tellement cette littérature-là, mais en tout cas la littérature que moi je suis dans mon travail fait vraiment écho à ce que vous dites au niveau de la difficulté des gens, soit à avoir recours aux aides, soit tout simplement à obtenir une aide dont on pense qu'ils auraient droit et qui pourrait vraiment les amener à remplir leur plein potentiel. Donc c'est ce qu'Amartya Sen a essayé d'expliquer dans ses modèles de lutte contre la pauvreté, vraiment de pouvoir simplement s'épanouir en tant qu'humain avec les compétences, avec ses compétences le plus possible pour atteindre un rêve qui est le sien, qui est propre à chacun. Donc vraiment se réaliser grâce à l'État et aux services sociaux qui sont en place. Ça tout simplement, ça peut être manquant, comme on l'a dit. Mais quand c'est là, c'est pas nécessairement facile d'accès. Et ça, je pense aussi, il faut vraiment bien l'avoir en tête. Je crois que les gens, en tout cas, nous, la manière dont ils nous le disent, c'est il y a quelque chose qui est devenu insupportable sur la défiance qu'il y a à leur égard plutôt que la confiance, sur le fait qu'ils doivent se déshabiller pour s'expliquer, pour bénéficier de choses qui seront souvent beaucoup trop peu pour arriver à s'en tirer et survivre. Et donc, c'est aussi ça le non-recours au droit. Parfois, c'est ne plus vouloir entendre parler de toutes ces institutions qui vont découper, décrypter, passer au scalpel, et de toute façon, au final, pour ne pas nécessairement rencontrer le besoin immédiat qui est le premier. Et ça, c'est vraiment catastrophique et dramatique. Et c'est une des choses qu'il faut revoir absolument, et qui est très inégalitaire, parce que toute la société ne se comporte pas comme ça avec tout le monde. Il y a des gens qui ont le droit de vivre dans une opacité, dans une non-transparence, etc. Et tant mieux, grand bien leur face, on a droit à son intimité, etc. Mais quand les gens les plus pauvres, par contre, c'est juste l'inverse. Et il y a beaucoup de gens dont la vie n'est pas conditionnée au quotidien, alors que lorsqu'on est dans l'épreuve quotidienne de survivre dans la pauvreté, tout est conditionné en quelque sorte à un papier, une institution, un rythme, un rendez-vous, etc., etc., auquel il faudra se soumettre nécessairement, alors qu'on est déjà dans la bataille. Moi, ce qui m'a surprise, donc j'étudie la pauvreté depuis une vingtaine d'années au niveau des statistiques. Alors ça peut paraître un peu aride, et c'est vrai que quand j'entends les personnes du réseau Wallon, ça me permet vraiment de m'aider dans ma compréhension des chiffres, qui est évidemment beaucoup plus aride, basée sur des grandes enquêtes européennes, etc. Mais ce qui m'a beaucoup surprise, en tout cas dans les études que j'ai faites récemment, c'est que ce que j'entendais depuis très longtemps au réseau Wallon s'est vérifié dans des études très thématiques sur le coût, le bénéfice d'un investissement, sur justement les raisons du recours, du non-recours, etc. Donc finalement, cette réalité empirique dont témoigne le réseau Wallon est corroborée par des protocoles un peu scientifiques dans la littérature économique, en tout cas par certains types de chercheurs. Et donc ça, je trouve ça très très intéressant qu'on puisse quelque part amener des références qui vont dans le même sens que le vécu des personnes que dont vous témoignez. Je trouve que ça donne beaucoup de puissance au message de l'importance de lutter contre la pauvreté ici, maintenant, le plus vite possible, et en y mettant les moyens nécessaires. Je crois que les gens qui nous fréquentent au réseau Wallon, les personnes qui connaissent cet appauvrissement, cette confrontation permanente, quotidienne aux institutions et à la vie aussi, parce qu'il faut vivre au quotidien, il faut manger tous les jours, etc. Donc c'est dur. Ils ne savent pas qu'ils font de l'économie quand ils viennent au réseau, mais d'une certaine façon, ils font un peu d'économie. Pourquoi ? Parce qu'ils viennent partager des réalités très concrètes, très pragmatiques, très matérielles. Après, ils les inscrivent dans un regard sur la société. Ils les inscrivent par rapport à se dire vers quel acteur faut-il aller pour trouver un allié, quel acteur faut-il combattre, quelle alliance faut-il faire, et tout ça. Mais ils n'ont pas ce regard-là sur eux-mêmes qu'ils participent finalement à quelque chose qui est de l'ordre aussi d'une réflexion à caractère économique et à caractère de gestion d'un État finalement, et d'un droit qu'ils se donnent, mais dont ils ne soupçonnent pas la force et l'amplitude de participer à essayer d'influencer l'organisation de la société et d'inverser sa manière de gérer. Et donc je trouve que c'est important d'avoir ce lien, par contre, où on peut démontrer
par des recherches en expliquant que dans le fond ce qu'ils viennent poser sur la table et ce sur quoi ils viennent travailler avec nous au-delà de leur vie quotidienne est corroboré par ailleurs à travers des recherches, etc. Parce qu'à un moment donné, on pourrait perdre le fil ou perdre confiance, ou se dire est-ce qu'on n'est pas des moulins à vent, quoi, hein. Ben non, on peut voir qu'à la confrontation, c'est pas le cas et qu'il y a des raisons de continuer à aller dans ce sens-là et donc d'être liés aussi. Et donc, je pense que si on veut combattre les inégalités, on a besoin des deux points de vue, on a besoin de mixer les deux points de vue, on a besoin peut-être encore d'un troisième, mais on a besoin au moins de ces deux-là. Et je pense aussi que c'est comme ça qu'on peut davantage ouvrir des portes qui ne sont pas encore ouvertes, ou bien qui ne sont qu'entre-ouvertes et on sent que le pied a du mal à se mettre dedans. C'est en mixant et en liant, du moment qu'on ne perd pas le fil. Et le fil, qu'est-ce qu'on veut? C'est que les gens écrabouillés aujourd'hui, les gens exploités, les gens, etc., ne le soient plus demain. Et ce droit à l'aisance dont je parlais au début, comme tout le monde. Et donc, et je crois que, enfin, voilà, pour moi, c'est des alliances qui sont importantes et on doit les nourrir, on doit les rassembler, on doit essayer de se faire entendre parfois ensemble, avec les deux parties, aux endroits qu'il faut pour faire bouger les choses et pour qu'il y ait du résultat à court, à moyen et long terme. Parce que je pense que tout ce qu'on peut gagner pour que la vie des gens aille mieux demain, on doit le faire. Tout ce qu'on peut gagner pour que ça change dans la bonne direction de façon beaucoup plus définitive et structurante, on doit le faire aussi. Donc voilà. Moi, je trouve aussi que la recherche a beaucoup à gagner à écouter voilà, le vécu des gens. Et là, de nouveau, il faut de la méthode, il faut du respect aussi. Ouais. C'est vrai que peut-être qu'il y a eu beaucoup de tentatives d'instrumentalisation aussi des personnes en situation de pauvreté qui validaient des études qui par ailleurs étaient faites en parallèle mais ne s'appuyaient pas vraiment sur le vécu des personnes. Donc là, il y a énormément à dire sur la manière dont ça doit se passer harmonieusement entre les deux mondes. Mais c'est sûr que la recherche a beaucoup à gagner à mieux comprendre ce que les personnes vivent dans la situation dans laquelle ils sont.